Bonjour, nous sommes le mercredi 27 janvier 2021 et j'hésitais un peu sur le nom à donner à cette vidéo et je suis allé voir les chiffres de la Covid-19 ou du Covid-19 et là je me suis convaincu que j'appellerais ça chronique de l'effondrement numéro 4. Voilà. De quoi je vais parler? Je vais parler ça de la Covid-19 et puis je dirai sans doute encore un mot des États-Unis. Les États-Unis qui voilà, ont un nouveau président depuis une semaine, donc on peut faire un bilan sur une semaine. Alors, la Covid-19, je viens de regarder les chiffres. Alors, on est dans les pays occidentaux, voilà, je veux dire l'Europe plus les États-Unis. On est à un nombre de morts par million d'habitants de la Covid-19 entre 1000 et 2000. Alors ça varie un petit peu. On a 1400 aux États-Unis, on est du côté de 1100 pour la France, on a 1700 pour la Belgique, donc entre 1000 et 2000. Et le chiffre pour la Chine, c'est 3 personnes pour 1 million d'habitants. Bon, euh, c'était hier, j'ai été interviewé, je suis passé sur une radio. Quand je mets à parler de la Chine, tant que je dis la France par rapport à l'Allemagne, la Suisse par rapport à la Belgique, euh, ça passe facilement. Quand je mets à parler de la Chine, parce qu'il suffit de parler de la Chine pour montrer à quel point nous sommes véritablement nuls, je crois que c'est le mot, quand on est à un rapport entre, voilà, donc pour l'Europe et les États-Unis, 1000 à 2000 morts par million d'habitants et la Chine 3. Alors on va me dire, oui, mais les chiffres de la Chine sont truqués. Oui, les notes sont truquées aussi d'abord. Et ensuite, entre 3 et 1000 ou 2000, voilà, c'est un rapport de 300 ou de 600. Donc, imaginons que les Chinois que les chiffres en Chine soient 10 fois plus gros que ceux annoncés, ça nous mettrait encore qu'à 30. Disons qu'il soit 100 fois, voilà, la dissimulation soit dans l'ordre de 100, ça mettrait encore qu'à 300 morts par million d'habitants par rapport à, voilà, à 1400 en France, 1700 en Belgique, pardon, 1400 aux États-Unis, 1100 en France, 1700 en Belgique. Donc voilà, même si les Chinois ont pu dissimuler euh, leur gestion de la crise par un facteur de 100, on est encore nuls. Et eux, ils sont encore des génies. Alors, quand on me demande pourquoi, ben, je rappelle que ça met en évidence la découverte de M. Castoriadis, Cornelius Castoriadis, il y a quelque temps, que nous vivions dans des oligarchies où, selon la terminologie de M. Gillen and Page, ou Gillens and Page aux États-Unis, que nous vivons dans une démocratie dirigée de fait par une élite économique auquel on peut donner le nom de MEDEF en France sans trop de difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, les gouvernements essaient de gérer les choses, mais en réalité, ils font exactement ce que disent leurs syndicats patronaux. C'est ça la manière dont nos pays sont gérés. Alors on nous dit oui, en Chine c'est un parti communiste. Oui, en Chine c'est un parti communiste. Chez nous c'est le MEDEF. Voilà. On peut quand même mesurer l'efficacité. Hein. Ce 3 par rapport au 100, c'est quand même un facteur d'efficacité. Alors comment font les Chinois? On le sait quand il y a la Covid-19 quelque part, on ferme le quartier, on dit aux gens de ne pas sortir pendant un certain temps. Je crois que c'était 52 jours au départ en Chine, et bon, mais ces 52 jours, ils ont marché. Alors il y a de nouveau des alertes ici et là en Chine, et on fait la même chose, on boucle le quartier, les gens ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas sortir de chez eux.
On leur apporte à manger, et on leur dit vous bougez pas tant que voilà, tant que c'est pas maîtrisé. Bien, c'est une vraie quarantaine, voilà, c'est une quarantaine. Hein, c'était voilà, comme on faisait autrefois, comme on faisait avec la peste, avec le choléra et ainsi de suite. Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous? Bon, je viens de dire parce que le MEDEF dit qu'il faut continuer que les gens travaillent, etc. Avec les résultats qu'on voit pour l'économie. On nous avait dit que les États-Unis seraient rattrapés du point comme première puissance économique en 2034. Maintenant, les chiffres revisés, c'est en 2028. 2028, c'est dans 7 ans. Donc, il y a 6 ans déjà, bon, un an de crise de la Covid fait gagner dans cette course entre la Chine et les États-Unis, fait gagner 6 ans à la Chine. Bon, comme on est parti aux États-Unis, bon, Monsieur Biden va faire les choses autrement que Monsieur Trump. Enfin, on est quand même sur la lancée. Il le dit lui-même. On est à quoi 435 000 morts aux États-Unis. On est quoi 74 000 morts en France. On va même si on freine les 4 fers maintenant, on va quand même, voilà, on va quand même arriver à des chiffres tout à fait considérables. On peut faire un petit calcul. Aux États-Unis, ils considèrent qu'il y a une personne sur 13 qui a été exposée à la Covid-19. Ça fait 8% de la population, déjà 435 000 morts pour 8%. D'ici qu'on arrive à avoir 65% de la population immunisée d'une manière ou d'une autre, il y a des vaccins qui vont venir, mais ça je vais en dire un mot dans un instant. 8 fois ça, ça nous fait voilà, 3 millions et demi de morts aux États-Unis. Bon. Alors, on n'est plus dans la grippette. Hein. Certains ont pu dire que c'était une grippette, certains ont pu tenir un certain temps. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'il n'y aura jamais de deuxième vague. Ce sont les mêmes qui avaient dit on connaît déjà le médicament miracle. Ces gens, on continue à les écouter. Voilà, ça fait partie de la société dans laquelle nous vivons. Mais j'avais déjà vu ça. J'ai déjà raconté cette anecdote de la personne qui avait annoncé en 2006 que les bulles financières n'existaient pas, qu'il n'y aurait certainement aucun problème aux États-Unis. Et en 2009, on invite à un colloque où on m'invite aussi, mais on invite comme invité d'honneur la personne qui avait dit que les bulles financières n'existaient pas et qu'il n'y aura surtout pas de problème aux États-Unis. Donc, on vit dans un système qui est immunisé. On parle de post-vérité et on accuse essentiellement les complotistes de post-vérité. Mais il y a quelque chose au niveau de la gestion de notre société qui est déjà au niveau de la post-vérité, puisque le fait d'avoir tort ou raison n'a finalement aucun impact sur le pouvoir qu'on vous attribue. Ça nous renvoie à ces choses comme celles qui se déroulent en ce moment de Davos, quand les hommes d'affaires et les femmes d'affaires discutent entre eux de ce qu'il faudrait faire. Ça n'a pas un impact énorme sur la suite. Alors ils invitent maintenant, ils avaient déjà invité pour la première fois Monsieur Xi Jinping en 2017, il y a 4 ans. Je crois qu'il est réinvité cette fois-ci, alors peut-être qu'il va donner quand même quelques conseils sur comment on dirige les sociétés humaines, ça ne ferait pas de tort. Alors la Chine, oui, évidemment, c'est la mort de la liberté individuelle. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous, ce qu'on fait en Chine? On dit aux gens de ne pas sortir pendant un certain temps et on les approvisionne et ils ne bougent pas. La première explication, c'est peut-être parce qu'on est incapable, peut-être, de les approvisionner, d'approvisionner la population, d'avoir une organisation qui permet qu'on apporte la nourriture chez les gens. C'est possible, simplement qu'on ne soit pas capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a délégué aux entreprises individuelles l'initiative. Alors elles sont sur des bons coups et bon, plus ça va, plus elles sont en situation difficile, c'est-à-dire plus elles vont essayer d'être sur des bons coups plutôt que sur essayer d'un système qui marche. Donc première chose, il est possible que nous ne vivions plus dans des systèmes où on peut approvisionner une population pour qu'elle reste chez elle pendant un certain temps et qu'on puisse avoir une vraie quarantaine sur un problème. Donc à ce moment
moment-là entre le MEDEF et le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois fait sans doute quelque chose que le MEDEF est incapable de faire, puisque ça marche en Chine, on peut faire ça. Alors il y a l'autre chose, c'est la révolte de la population. Ça commence vraiment à chauffer. On a vu ça ces jours derniers aux Pays-Bas, où les gens sont allés quand même casser tout parce qu'on leur dit qu'il faut se confiner. Je ne sais pas pourquoi c'est possible. Quand on dit c'est l'individualisme, c'est une catégorie un petit peu, voilà. Qu'est-ce que les gens jugent absolument impossible? Il y a une hypothèse qui a été émise il y a 2 jours par quelqu'un qui fait des billets occasionnellement sur mon blog. Jean-Baptiste Auxiètre, il a dit que ça doit avoir un rapport avec notre vie sexuelle, avec le fait que notre vie sexuelle est essentiellement dans la dissimulation et que donc si nous voulons continuer à l'avoir, nous ne pouvons pas vivre dans un cadre de confinement. La personne qui est chez nous, ce n'est pas la personne avec laquelle nous avons des rapports sexuels de manière régulière. Donc voilà, donc ce serait ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il faudrait faire une enquête, voilà, il faudrait faire une vraie enquête, il faudrait faire des sondages, il faudrait voir si c'est ça l'hypothèse. Moi, j'ai aucun chiffre. Ça m'a paru intéressant. Souvent, Jean-Baptiste Auxiètre vient avec des idées tout à fait, je dirais, hors du cadre, mais qui sont suffisamment intéressantes pour que j'ai envie de publier son billet et de voir comment les gens réagissent à ça. Voilà, alors on va être sauvé par le vaccin, bien entendu, parce qu'ou bien on l'attrape la maladie, ou bien on est vacciné, si on veut que les gens continuent à circuler, à refaire des choses dans la vie quotidienne. Et là aussi, il semble qu'on ne soit pas des génies du point de vue de la distribution des vaccins, de l'organisation. Est-ce que c'est parce que nous avons trop fait confiance aux entreprises privées? C'est la main invisible d'Adam Smith, et comme je l'ai déjà souligné, la main invisible d'Adam Smith, c'est formidable tant qu'il n'y a pas le moindre pépin. Dès qu'il y a un pépin, ça ne marche plus du tout. Pourquoi? Parce que les gens courent tous vers la sortie, effet de foule, piétinement devant les portes qui ont été fermées de l'extérieur parce que c'était trop dangereux de ne pas fermer les issues de secours, les gens qui sont écrasés, etc. Voilà, ça c'est la main d'Adam Smith quand il y a un pépin. Et c'est un peu ça qu'on voit. Alors, malentendu entre les firmes qui produisent des vaccins, hésitation, est-ce que ce vaccin marche toujours devant les mutations du virus? On ne sait pas, voilà, on nous cache tout, on nous dit rien. Si vous voulez, messieurs les dirigeants et mesdames les dirigeants, si vous voulez essayer de contenir cette espèce de dérive complètement délirante du deep state, voilà. Oui, voilà, mais on vous fait une vidéo, on vous dit regardez cette vidéo, ça marche bien, c'est formidable, les gens regardent ça. Tout ça, c'est du deep state, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens cachés quelque part qui manipulent tout ça, des marionnettistes, etc. Si, messieurs au gouvernement, messieurs, dames au gouvernement, vous voulez qu'on arrête ce machin, il faut que vous disiez à la population comment ça marche vraiment. En général, c'est par mauvaise habitude que vous cachez les choses. Pourquoi est-ce qu'on a pu dire en Allemagne, écoutez, on a un problème d'approvisionnement de masques, faites n'importe quoi, découpez un carré dans un mouchoir et mettez ça sur votre visage en attendant. Et pourquoi en France, au même moment, on a dû dire, oui, non, le masque, en fait, ça sert à rien, oui, bon, etc. Des ministres qui doivent vivre après, une fois que les masques arrivent, qui doivent vivre avec le fait qu'ils ont raconté n'importe quel boba pour cacher la population, pour éviter la honte du gouvernement. Pourquoi la honte du gouvernement? Parce qu'on avait fait, bien entendu, des provisions de masques, et puis on a dit que la ministre qui avait fait des provisions de masques, c'était une bêtise, etc. Donc on a détruit tous les masques, donc quand on en a besoin, on n'en a plus, ou alors ils sont périmés pour une raison X ou Y. Si vous voulez éviter que des gens comme moi disent, écoutez, 3 morts par million d'habitants en Chine et 1100 ou 1400 dans nos pays, il faut que vous fassiez quelque chose.
Il faut que quand un vaccin est produit, il faut que quand une industrie nationale est identifiée à son Institut Pasteur et que son Institut Pasteur, la vaccination, etc. Bon, les Anglais considèrent que c'est Jenner qui a inventé la vaccination à propos de la variole. En France, on considère que l'inventeur de la vaccination, c'est Pasteur à propos de la rage, un siècle plus tard. Mais enfin, en France, on est très fiers de son Institut Pasteur. Et quand l'Institut Pasteur jette l'éponge en disant ouais, ben, en fait, on s'était planté, on n'aura pas dû essayer de faire un truc à partir de la rougeole, euh, ça présente mal quand même, ça fait mauvaise impression, plus la dissimulation, plus ce qui paraît être vraiment de la navigation à vue. On nous dit que le gouvernement, c'était le journal en tête du monde hier, le gouvernement est partagé sur le fait de est-ce qu'il faut reconfiner ou non. Ça donne envie quand même de gouvernement où de pays où le gouvernement n'est pas partagé. Je suis désolé. Ces chiffres sont là, Je ne suis pas un admirateur béat de la Chine, mais enfin ça vous quand même, ces chiffres-là vous viennent quand même au visage entre l'efficacité et l'inefficacité. Quand on vous dit sur une année, la Chine a gagné 6 ans par rapport aux États-Unis en tant que puissance économique mondiale, pourquoi? C'est le même virus, c'est le même virus. Et on peut faire le calcul, on se dit une année de plus, ça fait encore 6 ans, ça fera encore 6 ans pour la Chine. Ou alors, s'il récupère encore mieux qu'elle l'a fait la première année, ce sera encore moins que 6 ans, plus que 6 ans qui seront gagnés par rapport aux États-Unis. Bon. Oui, mais les Chinois, non, c'est là, voilà. Et les Chinois, bon, ils ont inventé le papier, d'accord, on n'a pas inventé le papier, nous, la poudre à canon, bon, on aurait pu s'en passer. Ils ont inventé le gouvernail des tambours, ils ont inventé les pâtes alimentaires. C'est pas comme si c'était des nuls depuis le départ. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Il y a encore une invention tout à fait majeure que j'oublie, mais ça n'a pas d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et à chaque jour qui passe, le retard s'accumule, la désorganisation. Qu'est-ce que c'est? Hier ou avant-hier? Hier. Tout à coup, ça ne marche plus, Facebook, Gmail, tout ça, plus plusieurs compagnies d'électricité, Verizon, etc. Grande panne générale aux États-Unis. Les États-Unis, dont on sait que tout le système informatique, logiciel, est complètement vérolé par une opération qui vient à 99% de chance, je veux toujours réserver la part possible des 1% pour les extraterrestres, une opération russe de bonne guerre dans la rivalité, traditionnelle entre la Russie et les États-Unis. On est en train de... Vous avez compris pourquoi j'appelle ça chronique de l'effondrement. Bon, alors, j'ai dit, j'allais quand même dire un mot des États-Unis. Alors, les États-Unis, bon, ils se relèvent d'une tentative, d'un système fascisant qui s'est installé pendant 4 ans, et un coup d'État fasciste qui a évité de justesse, excusez-moi, le 6 janvier. Bien sûr, on s'intéresse maintenant aux responsabilités. On a arrêté et on va inculper sans doute pour sédition à peu près 400 personnes sur les 6 à 8 000 qui ont envahi le Capitole et qui, Dieu merci, ne sont pas arrivés à pendre M. Mike Pence et à assassiner Mme Pelosi, ce qui était leur programme. Il y en a maintenant qui s'en vantent, les vidéos circulent. Les États-Unis vont le 8 février, un tribunal qui va juger de la sédition de son ancien président de la République. Et là, bon, la catastrophe, c'est que les députés, les sénateurs du Parti républicain vont continuer, aux dernières nouvelles, à s'aligner derrière comme un seul homme ou une seule femme, derrière leur président séditieux, qui a vraiment, il n'y a aucune hésitation, il a tenté un coup d'État fasciste, et la majorité des sénateurs du deuxième parti aux États-Unis en termes d'importance
continue de soutenir ce bonhomme. Là aussi, là aussi, la comparaison avec d'autres pays est quand même pas très brillante. Alors, Monsieur Biden, il faut quand même dire des choses. En 6 jours, en 7 jours, il a fait davantage que Monsieur Obama dans les 100 premiers jours. Donc, quand on dit oui, c'était le vice-président de M. Obama, il va faire exactement la même chose, c'est déjà pas le cas. C'est déjà pas le cas. Moi, je me suis déjà disputé un peu avec des gens, même autour de moi. C'est avec ces gens-là qu'on se dispute le plus facilement, et puis on a beaucoup d'arguments sur le fait que j'étais pas aussi sceptique. Bon, j'étais très sceptique sur M. Biden en tant que chef de famille, qui laisse son fils Hunter toucher des jetons de présence mensuels de 50 000 $ dans une compagnie ukrainienne. Bon, je dis ukrainienne parce que bon, c'est pas le bon endroit pour être accusé de corruption quand on est américain. Ça veut dire un père de famille qui dit pas à un de ses fils ce qu'il faudrait qu'il lui dise. Ça fait surtout pas ça. Voilà. Mais ceci dit, bon, sur le plan politique, je voyais quand on me dit oui, il va être beaucoup plus à droite qu'Obama. Bon, d'abord, c'était pas possible. Mais Obama, la différence avec Trump, c'est que c'est dans le cadre de la démocratie américaine. Ceci dit, Obama, je l'ai dit dès le début. Pourquoi? Parce que je connaissais le personnage déjà, de l'avoir écouté à la radio, d'avoir regardé qu'il était pendant des années avant qu'il devienne président. Pusillanime, un type qui n'a pas de squelette, comme on dit, on peut dire autre chose en français, qui n'a pas de vrai squelette, no backbone en américain. Voilà. Trop partisan du compromis, de ne pas faire de vagues, etc. Biden n'a pas hésité. Là, il vient de prendre, je crois c'est 15 plus 5 hier, une vingtaine d'ordonnances, une vingtaine de décrets où non seulement il détricote un certain nombre de choses qu'a fait M. Trump, mais quand on les regarde, il pousse un peu plus à gauche que ce qu'il y avait avant, que ce qu'il y avait du côté d'Obama. Il en profite. Alors, j'ai vu une très bonne analyse de qui il est sur le plan politique. C'est une analyse du New York Times. Et le New York Times, je crois, a trouvé l'explication. Il a dit, voilà, c'est un homme à François Ier. Pas le roi de France, mais le pape. Le pape. C'est quelqu'un qui est dans le catholicisme social du type du pape François. Voilà. Il faut regarder de quoi il émaille ses discours, que disent les cantiques auxquels il fait référence, etc. C'est un catholique, je dirais, c'est pas un intégriste, mais c'est un catholique social, voilà, comme c'est dans la tradition, je dirais, qui l'article du New York Times dit très bien que ce catholicisme social, depuis les années 60, était en perte de vitesse. Le catholicisme social, comme l'âge d'or du catholicisme social, comme celui de l'anthropologie, c'est entre 1850 et 1900, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Mais pourquoi pas? La générosité, elle est inscrite, dans le sermon sur la montagne, elle est inscrite dans un certain nombre d'autres choses dites par Monsieur Jésus-Christ dans les évangiles, donc c'est toujours là. On n'est pas obligé de faire comme les évangéliques aux États-Unis, de ne pas lire du tout les évangiles et de défendre un fasciste sur des points de doctrine tout à fait précis, mais sans politique générale. Alors donc un bon point, voilà, je vais me faire engueuler, hein. Oh là là, ouais non, Biden et Trump c'est la même chose. Non, pas du tout. Non. D'abord Biden c'est pas du tout un fasciste. Ses références, c'est Martin Luther King, c'est des choses à l'intérieur de la culture américaine, mais des choses qui sont du bon côté. C'est du côté de la générosité, c'est du côté du partage, c'est pas du côté de la concurrence à tout craindre, de la compétitivité et compagnie, c'est du côté de la solidarité, d'organiser les choses ensemble. Donc un bon point pour M. Biden sur une semaine, voilà. Et déjà une comparaison plus favorable que celle que j'ai jamais faite vis-à-vis de M. Obama, qui
dans son souci de ne pas faire de vagues, n'a rien fait n'a pas fait grand-chose, hein, à part donner un semblant de sécurité sociale, assurance maladie comme nous avons en Europe depuis très longtemps et en espérant que ça tienne. Voilà. Bon, donc, allez, une petite note un peu optimiste à la fin d'une vidéo qui s'appelle Chronique de l'effondrement numéro 4. Voilà, je vous retrouve bientôt.